Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette conférence HIV 2020 online. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui s'appelle Surmonter les obstacles juridiques comme mécanisme de lutte pour les droits des populations vulnérables dans le cadre de la lutte contre l'épidémie VIH dans la région d'Europe de l'Est et Asie centrale. Notre session aura lieu en de différentes langues. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en sélectionnant interprétation et puis la langue. La traduction sera disponible en portugais, français, espagnol, anglais. Donc, nous prions de bien vouloir choisir le icône en bas de l'écran d'un petit monde, donc l'interprétation, puis choisir la langue de votre choix. Avant de commencer, je voudrais juste citer quelques directives de participation. Elles sont extrêmement importantes. Les sessions HIV 2020 online appliquent une politique de tolérance zéro pour toutes les formes d'intimidation, d'harcèlement, d'utilisation abusive du langage et expression agressive d'opinion et de tout autre comportement indésirable. Donc, comme nous sommes tous différents, il faut respecter les droits des uns des autres. Ça s'applique pour la séance ainsi que pour toutes les plateformes des médias sociaux. Les participants à la session qui commettraient de telles actions seront immédiatement retirés de la session sans préavis par les hôtes. Nous allons commencer pour aborder notre thème, surmonter les obstacles juridiques comme mécanisme de lutte pour les droits des populations vulnérables dans le cadre de la lutte contre l'épidémie VIH dans la région de l'Europe de l'Est et Asie centrale. Nous avons parmi nous aujourd'hui plusieurs intervenants qui travaillent en tant que militants dans cette région d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Nous allons profiter de leur expérience. On avait prévu en avoir 5. Malheureusement, il y a une qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter les intervenants. Je suis Alexandre Lève, gérant d'une organisation qui s'occupe de tout sachet de drogue. Nous avons elle est responsable des droits humains dans ce resto et nous allons Ivan, militant des droits humains, qui travaille énormément pour plaidoyer les droits des personnes usagers des drogues.
je voudrais demander d'autres directives de participation. Si vous savez des questions qui s'adressent à nos intervenants, nous prions de bien vouloir utiliser la fonction qui se trouve en bas de l'écran, Q&A, questions-réponses. C'est là où vous pourrez nous faire parvenir votre question et puis je l'adresserai à l'intervenant le plus approprié pour y répondre. Nous vous encourageons à utiliser aussi le chat et si vous voulez poser une question à titre personnel, à ce moment-là, vous pourrez aussi lever la main. À ce moment-là, je voudrais vous donner l'occasion de vous écouter. Sachez que nous aurons quelques minutes réservées pour des questions-réponses après les interventions. À la fin de toutes nos présentations, c'est à ce moment-là que vous pourrez poser vos questions. Et maintenant, ayant dit tout cela, je vais commencer avec la première des présentations. Voilà. Étant donné que nous venons tous de différents pays, de différentes régions du monde, je vais d'abord vous présenter notre région de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Et la problématique auquel nous faisons face étant que population clé et les usagers de drogue. Dans l'Europe centrale et l'Asie, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale n'est pas un concept géographique. Géographiquement, cette région inclut plusieurs régions, plusieurs pays, mais pour notre communauté proprement dit, nous avons regroupé cette région de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale par d'autres critères, c'est-à-dire que l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, c'est le territoire de l'Union soviétique, ou ancienne Union soviétique, en étant un pays qui existait plus de 70 pays, comportait 15 républiques, et puis ils sont tous devenus des indépendants, mais avant cela, le territoire occupait presque un sixième de la masse terrestre du monde. Mais un des traits qui nous unit, c'est la langue que nous partageons, c'est-à-dire le russe. Cette région n'est pas géographique, mais elle est unie par la langue russe et considérée comme les pays qui autrefois ont intégré l'Union russe. Notre région, nous avons 143 personnes dans 13 pays qui participent activement. Nous avons des militants qui plaidoient pour le groupe clé, pour les personnes vivant avec VIH, les personnes qui se trouvent dans les prisons, les représentants de la communauté LGBTI, ainsi que d'autres membres de ces réseaux, INPUD, intègrent les populations clés. Mais leur activité principale se concentre sur le plaidoyer des personnes incarcérées.
Nous sommes présents dans les Bélarus, l'Estonie, la Géorgie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lituanie, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Ukraine et Ouzbékistan. Pas de l'Arménie, d'Abdjistan ou de Turkménistan. Nous avons aussi des membres qui parlent russe en Allemagne. Ce sont des réfugiés qui sont migrés en Allemagne et d'autres pays suite aux persécutions, violations à leurs droits, parce que je n'avais pas accès aux été pris en charge pour leur traitement au VIH. En ce qui concerne les aspects juridiques et les lois qui existent pour les usagers de drogue, c'est-à-dire que nous sommes là pour représenter les intérêts des usagers de drogue et devenir une plateforme de communication et de soutien pour eux. Au fil des années, nous nous sommes regroupés pour avoir une voix en commun et aller contre les stigmatisations et la criminalisation dans les pays de l'Est et l'Asie centrale. Maintenant, je voudrais évoquer les barrières, la problématique auxquelles on fait face dans notre région. Il faut savoir que le défi dans notre pays est la criminalisation des personnes usagers de drogue, numéro 1. Ensuite, nous avons une offre insuffisante au manque d'accès au traitement. Le troisième obstacle, c'est la réduction ou l'absence de financement des programmes de réduction des risques. Quatrième, des obstacles juridiques importants à l'accès aux services de lutte contre le VIH, l'hépatite virale et la tuberculose. Maintenant, je voudrais approfondir. Je sais que mes collègues intervenants vont développer davantage sur ces questions, mais nous allons aborder maintenant la criminalisation de usagers de drogue. Ce sont les politiques de criminalisation et d'incarcération qui reste la principale réponse à la consommation de drogue de la part de nos autorités, notamment pour l'usage de drogue. Ces dernières années, ils ont intensifié et resserré les punitions. Des infractions très importantes sont appliquées, des amendes et dans certains cas, même la peine maximale, donc la mort. La peine de mort est une sentence qui applique aux personnes usagers de drogue. Et elle existe encore, et puis on n'a pas pu changer cette situation. La crainte vis-à-vis de cette sentence évite que les personnes aillent chercher un traitement. Et donc, ça favorise la propagation des infections. Ceci est beaucoup plus important dans les prisons et notamment les personnes usagers des drogues synthétiques. Nous avons aussi le niveau insuffisant pour obtenir un traitement. Cette thérapie de substitution des opioïdes est interdite
dans de nombreux pays de notre région. Ce sont les programmes qui vont recevoir les financements de bailleurs de fonds internationaux et elles ne sont connues que par une espèce de programme pilote et la qualité des médicaments est assez basse. Et puis, bon, ils peuvent être exclus des programmes pour n'importe quelle infraction qu'ils puissent connaître. Et la thérapie n'applique pas aux personnes qui sont incarcérées. Souvent, ce sont les personnes qui se trouvent dans les prisons à cause de leur usage de drogue. Donc, nous avons aussi cette manque de financement pour les programmes de réduction des risques. Les investissements dans la région continuent à être très faibles. Nous avons un manque de ressources pour mener à bien le programme pour les personnes usagers de drogue. Les dernières années, nous avons suivi une réduction assez importante de la part des bailleurs internationaux. Oui, le financement international était censé être appliqué pour un programme pilote et par la suite, c'était susceptible de reprendre ces financements, chose qui n'est pas arrivée. Donc, toutes ces, toutes ces situations s'est intensifiées à cause de la COVID-19. Les personnes les usagers de drogue, maintenant, on souffre un risque beaucoup plus important de critiques, de persécutions parmi d'autres et qui accroît les niveaux de cette problématique. La participation de nos gouvernants n'est pas si claire. Un manque de ce programme de réduction de risque, ça oblige les personnes à partager leur matériel qu'ils utilisent pour les usages personnels, qui a comme conséquence une autre vague de propagation d'infections. Nos communautés continuent à souffrir les stigmatisations, la criminalisation, les politiques. Les lois ont des lacunes en ce qui concerne le VIH, l'hépatite et la tuberculose. Les personnes ne connaissent pas bien leurs droits, des fois ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de droits, ils ont l'impression que le diagnostic, le dépistage n'est pas une obligation de l'État, mais c'est une espèce de cadeau. Donc, le niveau de sensibilisation de travailleurs dans les centres de santé, les infirmiers, les médecins, souvent les autorités n'ont pas sensibilité ces professionnels en ce qui concerne le traitement des populations clés afin de pouvoir faire face à leurs problématiques spécifiques. Bon. C'est-à-dire que il y a tout manque d'éthique, de déontologie de la part de personnel soignant. Parfois, ils sont plus en train de défendre les intérêts de l'État et non pas celui des patients. Donc, c'est préjudice des personnes usagers de drogue. Maintenant, je voudrais établir les priorités que nous avons établies dans la région.
D'abord, c'est le travail avec le membre de la communauté afin de réduire les stigmatisations intérieures et extérieures des usagers de drogue en plaidoyant pour leurs droits. Nous parlons de nous, nous diffusons nos droits, nous faisons des campagnes, des conférences afin de parler de nos vies, les barrières auxquelles on fait face, ce qui existe. Ensuite, comment améliorer l'efficacité du travail sur les droits humains, y compris la protection et réparation des droits violés. Olive va nous parler beaucoup plus. On va entendre les intervenants de comment ils défendaient leurs droits et ainsi que les droits d'autres personnes. Nous essayons aussi de mobiliser les partenaires et les ressources pour améliorer l'accès à des services de qualité des usagers de drogue, la réduction des risques, le traitement ARV et entre autres. Et sensibiliser l'usage des drogues et voilà l'aperçu de comment nous agissons. Maintenant, je voudrais vous montrer la vidéo pour vous introduire ou vous présenter les intervenants et que vous sachiez comment est-ce que il s'agit sur le terrain. Bonjour, je suis Vitali de la Moldavie, de la ville Balti. Je m'appelle Janine, je viens de Poltava et Ukraine. Herman, je viens de Kaliningrad. Je m'appelle Stebana, je viens de Orenbourg en Russie. Je m'appelle Tata, je viens de la ville de en Géorgie. Je suis Inga, je viens de Kaliningrad. Je m'appelle Ivan, je viens de Ekaterinbourg en Russie. Je suis Otari, je viens de Géorgie. Bonjour, je suis Julia de Odessa en Ukraine. Je m'appelle Ivan, je suis de Toliati en Russie. Je m'appelle Denise de la ville de Orenbourg en Russie. Je représente, nous ne sommes personne. Nous sommes là pour plaidoyer pour les personnes usagers de drogue. Nous travaillons sur les réductions de risques. Je travaille avec les usagers de drogue. Moi aussi, j'ai beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'usage de drogue. Je suis usager et je suis leader de la communauté des usagers de drogue dans ma région. Je suis militant des usagers de drogue, ceux qui sont en prison et ceux qui ont été libérés. Nous soutenons les personnes qui ont des circonstances de vie difficiles. Je suis un travailleur social, je participe dans le réseau des usagers de drogue, je suis épouse et une heureuse mère de nombreux enfants. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ici, j'ai quitté cet endroit l'année 2017, mais j'ai été amenée à l'hôpital à cause d'une erreur médicale. Je ne veux pas qu'il continue cette situation. Et
arrive que beaucoup de nos clients ont été victimes de violations de leurs droits dans les prisons et après leur libération. Nous traitons maintenant quelques cas stratégiques des personnes incarcérées ou récemment libérées. Ce projet a été créé pour aider les personnes en prison pour influencer en quelque sorte la situation de notre pays et peut-être nous pourrons aider les gens qui se sont de l'autre côté du mur sans aucun droit, aucune assistance médicale, quel que soit, sans vraiment rien. Nous documentons les cas de violations des droits humains qui se sont intensifiés à cause de la COVID. Maintenant, les prisonniers sont beaucoup plus exposés que jamais auparavant. Nous, Odessa, ça c'est la centrale d'Odessa. Combien de personnes restent là encore? Quand nous faisons notre travail, nous protégeons notre communauté. Chaque système que nous nuit doit être critiqué avec un seul objectif en tête, améliorer la situation. Notre cause est essentielle, notre cause est juste. Qui, sinon nous, se battre et ne pas s'abandonner? Patience et bonne chance. Ensemble, nous pourrons changer quelque chose. Force pour nous tous. Courage et esprit élevé. Nous devons rappeler que la vérité se trouve de notre côté. Les gens sont condamnés à la détention et pas à être assassinés. Merci. Cette vidéo avait les sous-titres en anglais. J'ai inclus ce link dans le chat si vous voulez le revoir pour que vous puissiez comprendre tous les sous-titrages. Nous sommes toujours prêts, étant que militants, à lutter pour leurs droits. Nous allons tendre maintenant Oli dans le réseau des usagers de drogue. Elle a une grande expérience dans les plaidoyers, travaille dans des différentes organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, elle représente notre réseau. Elle va nous parler sur la problématique de notre région et comment est-ce qu'on les surmonte. Bonjour, je suis ici avec vous. Nous avons énormément de participants, des publics qui se sont joints à nous aujourd'hui et on commence déjà à recevoir vos questions. Qui a besoin des données que nous sommes en train de cueillir? Moi, je suis coordinatrice des programmes du réseau. Et avant cela, j'ai déjà participé au niveau des autres organisations, au niveau national, international, et je vais parler de la communication entre les gouvernements, les bailleurs de fonds, les organisations, comment nous créons nos partenaires, les relations. Aujourd'hui, je me trouve en Ukraine. L'Ukraine appartient à la région de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Maintenant, nous allons avoir un aperçu de nos jours. Ce sont des données récentes et puis Admila et Ivan vont aborder également ce thème des questions, des plaidoyers. Tout d'abord, quelles sont nos activités? Qu'est-ce que nous avons entrepris en tant qu'activité? Lorsque la situation de l'épidémie de la COVID est apparue et que nous avons réalisé la problématique, c'est-à-dire un manque de fonctionnement de la politique vis-à-vis qui sont apparus en Ukraine au mois de février cette année, des personnes qui sont morts à cause de la peur, non parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de médicaments dans les hôpitaux. Dans tout pays de notre région, on a un manque de médicaments
Et puis voilà, nous avons compris que pas tout le monde comprend les conséquences de cette menace, de ne pas avoir la disponibilité de ce médicament qui est essentiel et qui se trouve à la liste inclus dans la liste de l'OMS. Les bailleurs de fonds nous sont ils ont mis à notre disposition le fonds et puis nous avons fait une lettre que je vais afficher à l'écran et nous avons fait donc cette liste qui comporte toutes les services et outils nécessaires pour toutes les usagers des drogues. Nous avons des changements assez importants. Je vois que vous écrivez dans les chats que nous avons aujourd'hui un problème beaucoup plus important avec les drones synthétiques et nous n'avons pas une réponse à l'auteur de nos besoins. Nous avons donc présenté notre demande pour demander de l'aide aux bailleurs de fonds et à la communauté internationale, mais nous n'avons pas eu beaucoup de succès. Le Fonds global nous notre communauté veut se voir bénéficier, mais notre pays a besoin d'avoir un retour de formation pour lundi. Nous avons utilisé donc notre lettre, notre communication, nous avons envoyé l'information, nous avons travaillé tous les week-ends. Lundi, nous n'avons pas encore de réponse. L'exemple de notre pays, nous nous sommes regroupés, nous avons préparé la formation, nous avons proposé le programme, la demande au Fonds global, au mondial, et puis il nous dit trouver les capsules, les filtres de consommation, que les changements de l'utilisation, de l'usage des drogues d'injection ou non-injection change la situation vis-à-vis de VIH. Donc, on a obtenu toutes les informations requises. Nous l'avons envoyé et aucune réponse. Et ça avait déjà été mis en évidence et prouvé. La réduction des risques dans la région, je ne serai pas en train de vérifier encore une fois cette activité parce que nous avons déjà sauvé des vies, nous avons déjà soutenu la santé, nous avons changé la vie des individus. Et dans notre région, on ne peut même pas parler sur l'évaluation parce que nous n'avons pas encore rempli les prérequis du programme. Aujourd'hui, dans notre programme, nous n'avons pas le programme de réduction des risques. Dans notre région, nous avons 4 hébergements pour les personnes usagers de drogue où on peut passer la nuit, manger ou des choses de base, si vous voulez, basiques. Nous comprenons que 30% de notre temps est investi pour prouver auprès des experts internationaux l'importance des programmes de réduction des risques, les besoins d'inclure dans les programmes les services pour la santé mentale. Et s'il est nécessaire, nous sommes prêts à le faire. Nous préparons tout le document requis. Nous donnons la description de comment est-ce qu'on conçoit le service de prise en charge. Nous sachons que la thérapie fonctionne lorsqu'il y a un centre, lorsque les personnes peuvent résoudre les problèmes de base de leur quotidien. Maintenant, nous nous faisons face à toutes les infractions. L'État est en train de
d'appliquer des infractions. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une crise économique. Et donc, l'argent ne fait qu'encasser l'argent pour avoir de l'argent. Les départements de santé, les ministères de santé qui s'expriment pour nous soutenir et mettre les recommandations, mais il est tellement difficile de travailler dans le plaidoyer lorsque ce soutien n'est pas là pour créer des espaces, pour changer l'attitude envers les usagers des drogues, pour faire des demandes pour changer les lois. Comme ça l'a dit, dans notre région, la situation légale devient pire, même si on voit une certaine sensibilisation de la situation à Kyrgyzstan ou en Ukraine. À l'intérieur, il n'est pas le cas. Aujourd'hui, à Kyrgyzstan, 0,03 grammes de hashish, l'infraction peut attendre jusqu'à 4 000 euros. Si tu ne peux pas payer, de 2 à 5 ans de prison. Voilà la sentence. Et en sortant 50% de cette infraction. Et si tu ne payes pas cette infraction, tu n'as pas le droit d'avoir un passeport ou des documents. Donc, rien. Donc, les mots sont conçus, sont perçus de façon différente à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Qui est prêt pour parler de notre politique des drogues et les répressions qui existent dans d'autres pays de notre région? Qui sont prêts à véritablement évoquer le thème? Récemment, nous avons travaillé en ligne notre planification stratégique d'United States, le Fonds mondial. Tout le monde dit que nous devons travailler ensemble. Oui, nous recevons quelques contributions, mais on dit, vous nous avez promis 30% de tout l'argent qui s'adressait au VIH pour soutenir les communautés. Il y a 12 ans que les pays ont signé ce document. Nous leur prions de tenir à leurs engagements. Nous demandons au Fonds mondial travailler sur les méta-analyses aléatoires. Ils ont pris 415 recherches effectuées dans des différents pays du monde. Et une grande partie ont prouvé que la relation entre la criminalisation et l'infection VIH, il n'y a rien d'autre à prouver. Nous devons juste nous mettre au travail. En ce qui concerne la planification stratégique, nous avons soumis des recommandations à notre partenaire bailleur de fonds et en ce qui concerne le réseau sous-régional de comment organiser les services dans chaque pays. C'est-à-dire, le comment est aussi important de quoi faire. Nous sommes réunis avec Dr. Kachak. Nos réunions se déroulent ainsi. D'abord, tous les membres du réseau se mettent en contact, on regroupe toutes les questions, on organise une session pour donner réponse à toutes ces questions. Une personne, un représentant, va faire l'introduction et puis on fait le débat. Et donc, ce travail a été fait. Et les points importants, nous avons identifié les routes que nous pouvons entreprendre dans nos différents pays. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais bon. Et on doit
ayant fait tout ça, on confronte que les médicaments qui étaient entreposés, on les a périmés. Et la méthadone était périmée et on s'inquiète énormément parce que maintenant, nous voulons faire le point sur la quantité de médicaments qu'on a, les dates jusqu'à laquelle on peut les utiliser. Maintenant, nous travaillons avec la République de Moldavie en regroupant toutes les données afin d'avoir toutes ces informations précises afin de pouvoir transmettre et faire connaître à notre communauté la situation où nous nous trouvons. Parce que des fois, lorsque vous allez au centre de santé, on vous dit c'est la dernière fois que tu vas recevoir ton médicament parce qu'on n'en a plus. Moi, j'avais une expectative que quelqu'un au sein des organisations nationales, internationales, aurait m'appelé et dit, ah oui, nous voyons, nous comprenons votre situation, nous allons approfondir, nous allons voir quelles sont les ressources dont vous en avez besoin pour soutenir les communautés. Mais en général, les membres de notre réseau travaillent à titre volontaire. Donc, on a une tâche impossible à réaliser. On doit être invincible pour se cacher des autorités au sein des pays, mais d'un autre côté, il faut se rendre visible pour que les gens fassent appel à nous. Et puis, comment est-ce qu'on peut être visible pour qu'ils comprennent nos besoins, nos objectifs et nos droits? Nous sommes en train d'organiser une réunion de Fonds mondial afin de réviser la vision et ce qui prépare les données dans notre communauté, comment le retour d'information s'est établi. Nous attendons l'élaboration des documents, la collecte des données. Maintenant, nous devons être très attentive à notre objectif. Et en ce qui concerne nos partenaires, les personnes à titre individuel nous soutiennent, mais le système reste répressif. À Kazakhstan, peu importe la situation, l'accès aux médicaments doit exister, l'accès et la prise en charge au traitement doit exister. Et les gens ne doivent pas avoir craint de dire qu'ils avaient de la fièvre parce que ils savent qu'il n'y a pas de médicaments à la clinique, au centre de santé ou à l'hôpital. Ça dure ça fait 10 ans que ça dure. Oui, bien sûr, les approches sont meilleures. Maintenant, nous livrons les médicaments personnellement pour assurer la sécurité de professionnels de la santé, les usagers des drogues, mais les services directs, si nécessaire, qui pourraient nous permettre de continuer dans la lutte, éviter ces morts à cause de surdose, des assistances avec tout cet endettement à cause des infractions pour que les personnes ne se trouvent pas dans une situation plus critique parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer ces infractions. Presque toujours, ce nombre de ressorts
font du bénévolat. Donc, il faut prêter beaucoup plus attention les uns aux autres, travailler dans le respect, dans une communication ouverte entre nous tous, pour avoir l'occasion de protéger nos militants jusqu'au moment qu'on trouve l'esprit, les cieux, la tête, les esprits qui vont nous dire oui, amenez vos données et nous savons qu'ensemble on pourra résoudre vos problématiques. Donc, si vous avez des propositions, des commentaires, des suggestions de comment vous êtes en train de les faire dans vos pays, nous serons reconnaissants de les partager avec nous. Merci, bonjour. Merci pour une présentation si détaillée. Deux questions. Peux-tu répondre succinctement? Par la suite, on reviendra à la fin de la session pour d'autres commentaires. Mais la première question a à voir avec la méthode de travail du personnel soignant. Est-ce que le personnel soignant n'est pas intéressé dans le traitement des usagers de drogue? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a des experts qui peuvent prouver les besoins, l'importance de la thérapie de substitution pour l'usage de drogue? Et la deuxième question porte sur les données. Quelle est l'efficacité des programmes de réduction de risque de notre région, de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale? Oui, nous avons ces données. Et si nous avons ces données, quelle est l'influence que ça a sur les individus, sur les preneurs de décision? Jusqu'à ma connaissance, les preneurs de décision vivent une réalité complètement différente. Les statistiques ne sont pas de leur intérêt afin de pouvoir changer les politiques ou les lois. Tout d'abord, le personnel soignant, les médecins. Oui, il y a au moins 10 médecins dans la région qui sont toujours en contact avec nous. Ils nous soutiennent, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un mouvement de médecins qui pourrait soutenir, qui fasse de plaidoyer pour il n'y a pas ce mouvement en commun. Qu'est-ce que nous faisons donc? Nous avons organisé un webinaire pour traiter la surdose avec les organisations de cause. Nous avons aussi évoqué le thème de la santé mentale et d'autres thèmes. Nous avons invité les médecins, nos partenaires, et nous avons établi contact avec les médecins d'autres pays. Nous savons qu'à Berlin, il y a un hébergement où le médecin travaille pour traiter les ulcères et d'autres choses. C'est-à-dire, il existe des médecins, mais ils ont besoin d'un soutien scientifique pour qu'ils puissent continuer avec leurs tâches. En ce qui concerne l'effectivité du traitement, aujourd'hui, les indicateurs de programme de thérapie de substitution sont aujourd'hui plus en rapport avec les comportements socialement approuvés, c'est-à-dire les personnes qui ont trouvé un emploi, les personnes qui ont commencé leurs études. Et à cet égard, oui, si on se base sur cet indicateur, oui, le programme va prouver son efficacité. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un certain délivrance des médicaments, mais le paquet dans sa totalité a été mis noir sur blanc dans la lettre. Être la réduction de l'estress des participants, c'est-à-dire
L'expérience internationale a prouvé que les chambres où une personne peut utiliser des drogues, ou les centres où ils peuvent en toute sécurité usager des drogues, et ces centres d'injection des drogues doivent devenir des hébergements afin que la personne se soit en sécurité, et ça pourrait réduire considérablement le risque. Ça, ça peut se traduire pour des, des actions pour atteindre les objectifs. Bien sûr, nous avons des experts qui travaillent ensemble pour mettre en place cette sorte de programme. Aujourd'hui, nous travaillons à la valeur de ces programmes et nous sommes à la quête des ressources. Comment peut-on organiser les programmes de telle sorte que ce soit les plus efficaces, qui préservent nos vies et notre santé également. Merci, merci beaucoup, Oli, pour avoir répondu à ces questions. Je vous rappelle que nous avons donc fonction où vous pouvez nous faire parvenir vos questions, à savoir la fonction chat et la fonction question-réponse. Maintenant, nous allons continuer avec notre programme. Ludavine habite à Ekaterinbourg en Russie. Elle est responsable de droits humains. Elle est experte en droits humains. Elle participe dans un projet de suivi des violations des droits humains et la protection des droits humains des personnes privées de leur liberté, c'est-à-dire incarcérées, et les personnes usagers de drogues. Je l'ai déjà cité, étant donné que jusqu'à 30 ou 40% des personnes emprisonnées se trouvent dans ces prisons à cause de la loi contre les drogues. Et ça, c'est une violation de droits humains en particulier. Pour nous, pour les défenseurs de droits humains, ce travail a une priorité beaucoup plus importante, car ces personnes n'ont pas de possibilités, n'ont pas le mécanisme pour défendre leurs droits dans les prisons. Ils ont besoin d'assistance des personnes qui se trouvent à l'extérieur et qui pourraient apporter leur aide. Bonjour, c'est un plaisir de vous saluer aux participants de cette conférence au nom du réseau de personnes usagers de drogue de la région de l'Europe de l'Est. Nous allons parler de notre réseau aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on a mis en place ce projet. Le projet s'appelle Santé et droits dans le centre de réclusion. Il existe dans 6 pays, la Bulgarie, le Kosovo, la Russie, la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine. L'objectif du projet est d'améliorer les indicateurs de base de santé pour les personnes vivant avec VIH, les personnes qui utilisent les drogues au sein de prisons, basé sur la recommandation de la OMS et des Nations Unies. Le thème du projet, c'est le quotidien de nous sommes tous des usagers de drogue et nous sommes ici pour plaidoyer.
Lorsque les personnes ont été libérées des prisons, ils viennent se joindre à nous d'abord étant que volontaires et ensuite ils deviennent des avocats des rues, les individus usagers de drogue et qui se trouvent dans le prison souvent voient leurs droits violés et ils souffrent également de la discrimination, de la stigmatisation. Nous devons documenter ces cas et tous ces cas documentés aujourd'hui sont inclus dans notre plateforme juridique. Voilà notre savoir-faire. Nous avons créé une plateforme en ligne où nous incluons tous les cas documentés de violations des droits humains. Nous avons plusieurs sondages et toute personne peut remplir les fiches. Nous publions donc les données qui ont été obtenues par ce qu'on appelle les avocats de rue. Nous avons aussi le soutien de coach qui travaillent dans le plaidoyer. Et c'est eux qui vont te faire du conseil auprès de nos avocats de rue. Nous avons également le soutien professionnel des avocats qui vont documenter et nous donnent leurs conseils juridiques. Ils vont apporter de l'assistance à nos avocats des rues et les conseillers pour établir les formulaires et ainsi pouvoir aider les usagers de drogue. Cette année, ils ont eu l'occasion de subir une formation de l'école de vidéodocumentation. Maintenant, nous attirons les volontaires d'autres pays. Nous sommes en train de prévoir d'autres cours de formation pour nos militants. Le projet que je viens de citer, c'est la santé au centre, dans les prisons et les droits des personnes incarcérées. Nous invitons les usagers des droits qui connaissent les matières de défense des droits et qui savent plaidoyer. Vous pouvez voir les résultats des cas documentés de violations des droits humains. COVID-19, bien entendu que ça a eu un impact sur les plans de nos projets. Et au moment de corriger cette situation, nous avons décidé de se concentrer sur le suivi les cas affectés par la COVID et les violations de droits humains. Bien entendu que nous avons constaté que dans certains pays, chaque pays va réagir différemment vis-à-vis la COVID. En Moldavie, nous avons vu une réaction beaucoup plus réelle et rapide pour aider les personnes incarcérées et d'autres pays comme la Russie ou l'Ukraine. Nous constatons que eux, ils sont laissés les personnes emprisonnées. Les avocats n'avaient pas de droit à un suivi. Ici, à l'écran, pour vous dire, voilà les points au latex de ce que nous avons documenté pendant les 3 derniers mois. C'est
c'est-à-dire les personnes incarcérées n'ont même pas le chose de base. Et ce que nous avons eu comme résultat, c'est justement les vagues de contagion de la COVID dans les différentes colonies, comme on les appelle, les résultats de l'année 2019. 8 militants de la communauté d'usage des drogues dans 4 pays. Nous avons regroupé 110 cas que nous avons publiés dans la plateforme dont je vous en avais parlé. De ces 110 cas, 6 sont devenus des cas stratégiques. Et nos avocats, nos militants ont présenté 4 dénonciations. C'est extraordinaire parce qu'ils n'ont pas une formation professionnelle, mais avec le conseil des avocats professionnels, à mon avis, le résultat a été fort impressionnant pour les personnes en faveur des personnes de notre communauté. Nous avons identifié plusieurs problèmes. C'est le manque d'accès ou la difficulté d'accès dans les centres dans les prisons pour les personnes vivant en VIH ou sachet des drogues. Bien entendu, c'est quelque chose qui existe normalement pour les personnes incarcérées. Et ce manque d'accès aux services, au soutien qui doit être porté aux usagers de drogue, aux personnes vivant avec VIH. Nous avons également ce manque au conseil juridique, au accès à la justice. Ça existe dans toute la communauté. Il y a beaucoup de discrimination vis-à-vis des usagers de drogue. C'est-à-dire que si tu as une addiction quelconque, tu devrais être incarcéré. C'est une idée qui est répandue dans la société et prévaut sur la logique. Beaucoup de services qui devraient nous aider pour aider les personnes souffrant d'une maladie quelconque et qui font face à cette situation d'incarcération, donc les systèmes judiciaires, les autorités, malheureusement, ne sont pas conformes, ne respectent pas ces lois et ils les laissent mourir. Donc, on dit qu'on vous laisse mourir derrière les barreaux. Parce que s'il y a un diagnostic qui a été fait et ils sont incarcérés, la personne est destinée à mourir à l'intérieur de la prison. Le troisième problème, c'est ce manque d'accès aux analgésiques, aux médicaments contre la douleur pendant la détention. Oui, bien sûr, c'est un problème que nous avons dans tous les différents pays. Si la personne est en détention pendant 3, 4 heures, un jour, 12 jours, 3 jours, en dépendant du cas, dépendant du type de délit commis ou cette infraction commis, nous n'avons pas un système, un canal de communication qui nous permettrait donc de réagir immédiatement de façon appropriée afin de satisfaire les besoins de ces personnes et puis les procurer
les médicaments contre la douleur. S'il y a une personne en état d'abstinence qui arrive à la police, il ne va pas recevoir l'assistance médicale dont il en a besoin. Une autre chose que je voudrais dire, c'est sur la stigmatisation contre les personnes usagers de drogue. Et ça encourage l'aine de la part de la police et d'autres autorités, et ils sont encouragés à violer les droits des personnes usagers de drogue, c'est-à-dire les agents de police n'expliquent pas leurs droits aux détenus. C'est une pratique normale. Si tu es une personne, tu es un usager de drogue, tu n'as pas de droits. Voilà. Et donc, la personne du côté de la loi, dans ce cas précis, l'agent de police, tu te considères comme si tu étais rien de tout. On ne te considère pas une personne ayant droit. Donc, si tu as besoin d'un traitement médical, au lieu de t'aider, la personne va être agressée. Donc, il y a une manque des programmes de réduction des risques dans les centres de détention. Les juges refusent d'appliquer les circonstances atténuantes pour les usagers de drogue. L'année dernière, on leur a donné une formation aux avocats de rue. Ceux qui sont avec nous depuis de nombreuses années, il y a certains qui ont plus de 10 années avec nous, aujourd'hui sont devenus des coachs pour les militants les plus jeunes et donc vont les porter leurs assistants dans des situations difficiles. Dans chaque pays, on a le soutien professionnel. En Russie, nous avons un avocat professionnel. Il est débordé de travail car la Russie est en train de présenter les cas les plus graves, les plus sévères qu'il est de violation de droits humains dans les centres de détention. Malheureusement, la pandémie a changé nos plans. Avant, on avait des plans tracés, maintenant il a fallu les modifier à cause de la COVID. Et ça a d'autres problématiques à faire face. Nous sommes en train de résoudre la situation de la pandémie. Ses conséquences ici à l'écran, vous voyez des photos de nos avocats de rue dans des différents pays, nos militants qui ont créé une équipe si forte, si unie. À mon avis, c'est une attente extraordinaire que les usagers de drogue sortent dans la rue pour plaidoyer leurs droits et ceux d'autres personnes. Deux personnes, Luda. Et deux questions sur votre présentation. Il s'agit d'abord d'une question rhétorique, car dans l'année 2020, avec un financement assez important, qui s'adressait au traitement de VIH dans nos pays. Pourquoi est-ce que l'accès du traitement de VIH dans les centres de détention continue à être une problématique? Pourquoi est-ce qu'on a encore cette violation aux droits humains? Et puis, l'autre question porte sur les militants. Quelles sont les possibilités que les militants ont en ce qui concerne la défense des droits humains des détenus?
quelles sont les possibilités, les capacités, et est-ce que c'est sûr pour eux, car il s'agit des usagers de drogue. Est-ce que il y a une sécurité pour eux de mener à bien cette activité en étant militants, plaidoyant les personnes détenues? Donc, d'abord, je vais répondre à la 12e question. Les militants dans les différents pays ont des positions juridiques différentes selon les pays. En Russie, puisque on était en train de parler sur la sécurité, en Russie, les militants sont exposés aux agressions de la part de l'État lorsqu'ils font le plaidoyer. Mais nous avons des institutions en Russie, dans d'autres pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la commission civile de supervision. Ils essayent de contribuer avec ces comités et ces institutions. Ils sont membres de ces comités. Donc, ça leur donne un droit juridique de défendre les droits des détenus. Il y a un autre terme qui est le défenseur de droit, et toute personne qui est détenue a le droit d'avoir une assistance juridique gratuite, et ça peut être apporté par un défenseur. Les personnes devenues défenseurs de droit vont et recevoir certaines agressions, mais ça, c'est plutôt idéologique. Nous travaillons avec des personnes qui ont vécu dans leur propre expérience les effets des systèmes d'incarcération. Donc, ils savent très bien quels sont les sentiments de ces personnes. Donc, ils ont ce sentiment qu'ils doivent aider les personnes détenues qui sont tombées dans ce malheur. L'autre question sur pourquoi il n'y a pas d'accès au traitement VIH dans les centres de détention, ben, ça dépend des pays, mais bon, c'est-à-dire que le système d'incarcération ou de détention est séparé du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, a priori, c'est lui qui procure les médicaments aux hôpitaux. Et nous constatons que les traitements qui est donné aux détenus, non seulement aux usagers de drogue, les systèmes pénitentiaires pensent qu'ils ne doivent pas droit à avoir un soutien gratuit comme tout autre citoyen. C'est pour ça que nous avons cet manque d'approvisionnement des médicaments. C'est beaucoup plus courant que pour ceux qui se trouvent en liberté. Est-ce que, s'il y a d'autres questions, je me ferai un grand joie de répondre. Luda, tu as évoqué un problème très important au sein des centres de détention parce qu'on considère qu'il est séparé du ministère de la Santé. Et notre travail dans ces restos pour les usagers de drogue, c'est justement essayer de faire les liens entre les personnes détenues et ceux qui ont été libérés afin que ces personnes aient droit au service médical d'être pris en charge. Nous avons évoqué la problématique dans les différents pays de notre région
Mais maintenant, je voudrais citer un exemple, un cas pratique dans la ville d'Orenburgo. Dana a préparé cette présentation, on va l'entendre. Elle habite à Orenburg. Elle travaille dans un projet de réduction des risques et soutien aux usagers de drogue. Pour des questions techniques, elle n'a pas pu participer aujourd'hui avec nous. Cette présentation et cette histoire sur son projet, la prévention et les soins aux personnes vivant à VIH, détenues et usagers de drogue. C'est Luda qui va le faire pour elle. Nous sommes déjà à court de cela, donc Luda est prête pour vous expliquer ce thème. Bonjour, bonjour encore une fois. La base de cette présentation, c'est la recherche effectuée entre les personnes usagers de drogue à l'année 2019 à la ville de Orenburg. Dana Fedosic a préparé cette présentation et le leader de cette recherche inclut le projet que je vais déjà citer qui a eu lieu en Moldavie, l'Ukraine, et ici nous avons aussi inclus les données de rapport de programme de Fonds mondial de 2014-2017. Une très bonne et très complète présentation. Aïdana a fait un grand effort. Ce sont des données très utiles. Mais je voudrais tout d'abord vous dire qu'à vrai dire que le programme de réduction des risques à la Fédération russe sont presque morts. Aujourd'hui, en Russie, il y a très peu de villes où les communautés des personnes usagers des drogues continuent à soutenir et menant à bien du dit programme de réduction de risques tels que la livraison de matériaux propres. Nous ne sommes pas en train de recevoir un soutien de l'État. Ces programmes se considèrent comme des programmes illégaux. Dans ce cas précis, le soutien et l'assistance aux personnes usagers de drogue devient beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus difficile. Ici, nous pouvons constater des différents types de barrières, des obstacles, des violences envers les personnes usagers de drogue. D'abord, les arrestations, c'est la police qui va exercer une stigmatisation et discrimination plus importante vers les usagers de drogue. Ensuite, nous voyons les infractions pour les personnes usagers de drogue. On ne respecte pas les dosages minimums. Même, tu peux avoir une sentence de jusqu'à 4 ans pour avoir la dose minimale. La documentation très douteuse parce que la plupart des nombres des centres appartiennent au secteur privé où ils vont utiliser les programmes à 12 étapes. Ces centres de réhabilitation sont très peu nombreux et les personnes s'ils décident à
à aller dans des centres sans licence et sans contrôle. Beaucoup. Suite à la torture et l'agression qui existent dans ces centres, les directeurs de ces centres disent que ça, c'est la façon qu'il faut traiter les addictions. Et donc, les personnes qui vont dans ces centres vont subir un traitement de violence et d'agression. Les programmes de réduction de risques entre l'échange des seringues, des aiguilles, est un composant assez important, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs. J'avais déjà évoqué cette partie. Il y a beaucoup de cas où nous n'avons pas les programmes de réduction des risques, les programmes de Fonds mondial, malheureusement, aura une portée assez réduite si on veut comparer les territoires de cette fédération russe et la portée du programme. Donc, on voit un écart très, très grand. Ici, nous constatons les programmes sociaux auxquels font face les usagers de drogue dans la région de Orenbourg, un portrait social des usagers de drogue en Russie. Les personnes usagers de drogue n'ont pas de ressources, ils n'ont pas moyen de gagner leur vie, ils ont beaucoup de dettes en ce qui concerne les services, ils n'ont plus le contact avec leur famille. Souvent, ils n'ont même pas leurs documents d'identité ou ils font les échanger pour une douce. Souvent, des compagnies illégaux vont échanger leurs documents en échange de la drogue. Dans mon cas, je connais personnellement à plusieurs personnes auxquelles j'assiste. Aujourd'hui, ils sont une dette de plus de 4 millions de roubles parce qu'ils ont vendu leur passeport à une société illégale et puis, bien entendu, toutes les dettes, tous les impôts des sociétés leur sont tombés sur les dos avec un endettement de 4 millions. Donc, vous êtes sous situation où vous perdez tous vos droits. Une grande partie de ces personnes n'ont pas foyer, ils se trouvent dans des situations de rue, ils ne savent pas s'ils peuvent donner une assistance et s'applique également à toute personne ayant des enfants ou des personnes seules, des personnes âgées vivant seules. Les services sociaux a priori, devrait aider les personnes qui se trouvent dans une situation difficile, souvent refusent de prendre ces cas pour des différentes causes, parce qu'ils n'ont pas de documents, parce qu'ils sont assez bureaucratiques. La personne vient demander un bénéfice ou une réduction ou une contribution économique quelconque. Donc, on va leur dire, ben oui, voilà, j'ai besoin d'un tel document que cette personne ne peut pas se présenter, que la personne ne peut pas présenter parce que c'est une personne usagée des droits. Ou par exemple, on refuse à manque de connaissances ou en profitant de cette ignorance juridique, c'est cette personne, on dit, ah non, 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 tu n'es pas dans
la catégorie de personnes à qui on va apporter une assistance sociale ou de façon discriminatoire, ils vont s'excuser et refuser l'assistance tout simplement parce qu'il s'agit d'un usager de drogue. De toutes les personnes qui nous avons interrogées lors de ce sondage, nous avons 58% de diagnostics d'hépatite C, 51% de VIH et tuberculose 12%. Malgré le fait de ce diagnostic de souffrance chronique, 52% ne reçoivent pas de traitement de maladies chroniques. Nous avons constaté que dans les 50% des cas, les personnes qui ont reçu les thérapies ont eu des effets secondaires. 80% ont cité les problèmes à leur médecin et la moitié, plus de la moitié, ont souffert de la discrimination. Ou tout simplement, le médecin leur aura... Le médecin n'aura réagi parce qu'ils ne se sont pas traités comme une personne qui mérite une assistance médicale. Plus de 70% ont dit qu'ils ont un problème avec leur vin, des problèmes de rein. Pourquoi ils n'ont pas demandé de service médical? Bon, pas seulement à Orenbourg, on constate cette situation, mais dans toute la région, les personnes craignent les conséquences juridiques, elles craignent que les dépistages et révéler qu'ils sont usagers de drogue. Donc, ils n'ont pas un endroit où ils puissent s'adresser avec toute tranquillité. Donc, la plupart des personnes interviewées n'ont jamais demandé de l'aide suite à leur dépendance de l'usage de drogue parce qu'ils craignent ces conséquences juridiques. Les droits à la santé dans les centres de détention et d'incarcération, dont on l'a déjà évoqué, j'ai déjà parlé à détail à cet égard. Beaucoup de personnes qui ont participé à ce sondage ont été arrêtées parce que c'était des usagers de drogue et ils n'ont pas reçu une thérapie au traitement. Plus de la moitié des individus vivant VIH, usagers de drogue, qui sont dans les centres de détention, n'ont reçu ni de thérapie, ni de traitement, ni de soutien médical. Pourquoi est-ce qu'on refuse de leur aider? Bon, c'est le comportement des organisations, des institutions du gouvernement. Et tout simplement, ils vont répondre qu'ils n'ont pas droit à ce traitement. Le soutien juridique, on ne va pas les donner, sauf de cas rares. Souvent, nos conseillers ou les avocats qui donnent cette assistance juridique, des fois, ils vont collaborer avec la police, avec le système, les organismes juridiques. Donc, ce conseil ou assistance juridique n'est pas efficace. Les cas typiques des violations des droits humains auxquels les usagers de drogue font face dans le territoire de l'ancienne Union soviétique commencent par la non-explication de leurs droits. Ils peuvent être détenus pour plus de 3 heures.
on leur refuse l'accès à un traitement, aux services médicaux, entre autres. Ici, nous constatons encore une fois les explications, les détails déjà évoqués. Si vous pouvez aller à la page 18 de cette présentation, je vais parler de la prophylaxie ou prévention de ces maladies. Nous avons besoin de faire beaucoup de travail, de plaidoyer des droits, le soutien juridique au moment de la détention, arrestation, y compris pour les personnes qui souffrent de différentes maladies ou des infections. Malheureusement, nous n'avons pas ce travail. Nous savons que quelques composants qui vont nous permettre de proposer quelques services, mais il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de lien. Les programmes de conseillers, d'avocats dans la rue ne sont pas si développés en Russie. Il n'existe que dans quelques régions, dans quelques endroits, et jusqu'à date, nous ne voyons pas de progrès en ce qui concerne cette situation. Maintenant, aujourd'hui, nous avons de différentes organisations, de différents projets qui sont séparés les uns des autres, qui couvrent que quelques actions, mais nous n'avons pas un intégral pour les usagers de drogue en Russie. Ceci provoque une croissance dans le nombre de personnes affectées de VIH, les personnes usagers de drogue sont complètement en dehors de domaine juridique et ils se trouvent dans une situation assez difficile. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation si merveilleuse d'Aïdana. On a une autre présentation. Je voudrais vous dire qu'il s'agit d'une présentation assez importante, extraordinaire, d'une personne extraordinaire, Ivan Anochkin de la Russie. Toute sa vie évoque la force d'esprit, la force de volonté. C'est la preuve qu'il est possible de défendre tes droits, d'obtenir des résultats dans cette lutte. Malgré tout, même si ton ennemi, c'est l'État, les systèmes pénitentiaires, la police, le système juridique du pays, Ivan représente notre réseau et c'est lui qui va nous parler de sa vie, ce qu'il a fait et les réussites qu'il a eues lors de sa militance. Je vais mettre ta présentation à l'écran. Bonjour. Bonjour mes amis, je suis Ivan Anochkin et je voudrais partager avec vous la pratique des plaidoyers des usagers de drogue. C'est l'initiative de la communauté, l'utilisation des mécanismes juridiques internationaux, des comités des Nations Unies, de la Commission européenne des droits humains et de la Fédération de Russie.
Merci Sacha pour m'aider dans les côtés techniques. L'histoire de ma vie, ces photos, c'est moi il y a 10 ans. La première fois que je pus me rendre à Moscou à l'année 2010. C'était la première fois où j'ai eu ce contact avec le plaidoyer. Moi, j'ai commencé en tant que militant une année avant. J'avais commencé avec des différentes publications. Moi, je suis les résultats du programme de réduction de risque. Dans le chat, il y avait une question sur l'efficacité du programme de réduction de risque. Je pense que c'est Roma qui a posé la question. Si vous voulez me voir aujourd'hui dans ma vidéo ou me voir à moi il y a une dizaine d'années, vous aurez votre réponse sur l'efficacité du programme de réduction de risque. Voilà, je suis née à Togliatti, en Russie. Je consommais des opiacés depuis 1994, puis l'âge de 14 ans. 6 mois plus tard, j'étais internée à l'hôpital. J'avais l'hépatite C. L'année 95, j'ai découvert donc que j'étais positive VIH. J'ai 5 sentences pour avoir commis des différents délits suite à mon addiction. J'ai essayé à plusieurs reprises de me récupérer de mon addiction dans des centres de l'État et privés et de différentes méthodes autorisées en Russie. Pendant mon séjour dans les centres de l'État, j'ai beaucoup souffert. J'étais liée au lit. On m'interdisait d'aller aux toilettes. Il fallait que j'aille aux toilettes là, dans le lit. Et après ce traitement inhumain, j'ai revenais encore une fois, je tombais dans les drogues. En quittant l'établissement, je tombais à nouveau dans les drogues. Voilà mon enfant le plus petit. Je suis devenue membre de l'organisation de plaidoyer April qui est à Togliatti. C'est à ce moment-là que j'ai connu le programme de réduction des risques et j'ai pris la décision de vivre. Aujourd'hui, je suis agent international. Je suis aussi membre du Forum russe sous usage des drogues qui est basé dans le mécanisme civil de la réforme de la politique antidrogue en Russie. Membre du réseau eurasien des personnes usagées des drogues, je suis mariée et j'ai des enfants. Voici la photo et je suis à l'aéroport à l'année 2010. Le vol a été détenu pendant 10 heures et puis on a fait cette campagne à l'aéroport. On demandait la thérapie des substitutions et les personnes qui passaient nous donnaient un peu d'argent, quelques monnaies et avec ces monnaies, on s'achetait des sandwichs. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre militantisme. Donc, en l'année 2011, je suis adressée au ministère de la Santé de Russie pour
chimiothérapie de substitution d'opiacés, méthadone et enfin les 12 substances qui sont interdites en Russie. On m'a refusé cet accès en faisant référence à la loi russe qui interdit l'utilisation de la méthadone et la morphine pour traiter les addictions dans l'usage de drogue. Après cela, lorsque j'ai reçu ma sentence pour le simple fait d'être en possession d'une dose pour ma consommation personnelle, un agent de police m'est arrêté. Il m'a mené au bureau de police où j'étais battue, torturée. Et j'étais détenue pendant 48 heures et tout ce temps, j'étais battue en attendant que je confesse. Bon, que je fasse une confession. Donc, je me suis adressée au rapporteur spécial des Nations Unies pour porter plainte sur le manque de programmes de substitution de opioïdes en Russie. C'est pour la méthadone et la morphine pour le sous-sachet de drogue. Lorsque je fais cette porter plainte à M. Kruger, nous avons organisé une conférence de presse à Togliatti. Il y a eu beaucoup de participants, beaucoup d'écoutes. Beaucoup de publications ont suivi. Vous pouvez les trouver sur Internet. La ratio toujours la même, un screenshot qui vous montre la reprise dans les médias numériques. J'ai appris une nouvelle intéressante. Toxicomane local rassemble les publics pour lui dire que lui et d'autres pauvres gens devraient recevoir de la drogue gratuitement. Et ensuite, on voit la photo et en bas de photo, meurt, on sera mieux sans vous. Voilà l'attitude de la société envers cette maladie chronique telle que on considère les addictions. Pour le 1er août à l'année 2013, je me suis adressée à la Cour européenne des droits humains. Encore une fois, en faisant allusion à cette interdiction existante dans la Fédération russe en ce qui concerne la thérapie des traitements de substitution. Le résultat de dites demande, juin même année, je me suis adressée à nouveau à la Cour européenne des droits humains en faisant allusion au cas d'humiliation, de torture que je subis au bureau de police. Et j'ai reçu en tant que compensation 20 000 euros. Je viens de penser que pendant de nombreuses années, j'ai fait partie du contrôle narcologique. Il s'agit d'un programme où tu dois aller signer à des dates prévues. J'ai utilisé la thérapie, le programme à 12 pas, à 12 étages. Et moi, je rêvais regagner mes droits, à avoir mon permis de conduire. En Russie, si tu fais partie du contrôle narcologique, tu n'as pas les droits au permis de conduire. Et l'une des visites que j'effectuais, j'étais presque
propre. Le médecin m'a dit que l'analyse antérieure avait montré des caries dans mon sang. Le docteur n'a pas voulu m'entendre. Ils ont décidé de continuer avec ce contrôle. Moi, je n'étais pas d'accord. Je fais un appel à la cour, un appel après. Oh, j'étais enlevée de ce contrôle narcologique et donc j'ai porté plainte auprès de la cour. J'ai trouvé une façon de faire appel et à l'année 2013, notre organisation a organisé le 19 mai, la Journée internationale de la lutte contre le sida. Nous marchons dans toute la ville, on distribuait les matériaux, les brochures, les préservatifs. Et notre route passait par l'endroit où il y a le cinéma et le théâtre. Et puis, on s'est arrêté là où on fait hommage aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Notre communauté est assez diverse. Ces groupes qui marchaient dans la rue, il y avait deux garçons qui représentaient la communauté LGBT. Un grand scandale avait été créé parce que des préservatifs ont été laissés dans ces monuments de la flamme éternelle. Nous avons demandé le cas des droits aux libertés, liberté de se regrouper, car les médias l'ont exhibé comme si suite. Que nous avons insulté les sentiments des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'attendre les résultats de cet appel. En 2018, on a préparé le rapport pour le comité contre la torture des Nations Unies dans le cadre de la session du mois de mars à Genève. J'ai présenté le rapport sur les violations à la Convention contre la torture commis par la Fédération russe. J'ai aussi participé au projet de la santé et droits des individus, des détenus, pour soutenir les détenus, les personnes incarcérées, les personnes en liberté, les personnes vivant avec VIH, usage de drogue, tuberculose, l'hépatite, c'est entre autres. Le plus grand nombre de cas par rapport à cet manque de donner cette assistance médicale aux personnes détenues vivantes VIH et usagers de drogue. Il y a eu un cas qui a prouvé que les personnes qui étaient dans l'étape terminale du sida, on leur a réfugié leur enregistrement. L'année dernière, on a libéré un des garçons. Après beaucoup de plaintes, nous avons réussi à libérer cette personne. 6 mois après, il lui manquait 5 ans pour compléter sa sentence. On a pu les libérer. Et 6 mois plus tard, il est mort dans un hôpital de tuberculose, mais il était libre.
Voilà le forum des réseaux de usagers des drogues dans la région de l'Eurasie. Quelles sont les conclusions de tout ce que je viens d'évoquer dans la situation et violence ou les droits de l'homme fondamentaux tels que les droits de la santé? Les membres de la communauté doivent utiliser tous les mécanismes juridiques internationaux disponibles, la Cour européenne des droits humains, des comités des Nations unies et les États qui ont signé des déclarations et les accords internationaux. Ils sont, ils se sont engagés pour respecter ces obligations. Elle n'est pas toujours respectée, mais bon, il faut créer un précédent et rappeler aux États leurs obligations et leurs responsabilités. La situation où les droits des humains fondamentaux, tels que les droits à la santé, sont violés dans son pays. Les membres de la communauté doivent utiliser tous les mécanismes juridiques disponibles dans les pays. L'État doit garantir généralement le droit humain fondamentaux, mais fait tout de son possible pour ne pas le faire. En profitant de la faiblesse juridique, l'oppression des membres de la communauté, la vulnérabilité des membres de la communauté. Même si ça ne marche pas toujours, c'est une bonne façon d'aider la population. Merci Ivan, merci de votre présentation, merci pour toutes les actions que tu entreprends. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as fait. Tu n'as pas eu peur d'aller à l'encontre du système, envoyer les rapports aux Nations Unies. Et ça nous donne beaucoup d'espoir. Malheureusement, mes amis, notre temps arrive à sa fin. Il nous reste encore 2 minutes. Je vois plusieurs mains levées, plusieurs questions. On va agir ainsi. Vous pouvez nous trouver dans notre réseau. Nous avons notre site Facebook. Vous pouvez nous trouver INPDU, INPUD, et NPUD, et vous pouvez nous poser nos questions là-bas. Je vais répondre et renvoyer vos questions aux organisateurs. Vous pourrez me créer à mon courriel, Sacha, Evin, .com. Et moi, je vais faire renvoyer vos questions à nos intervenants. Je veux remercier à vous tous qui se sont joints à nous à notre session aujourd'hui. Merci de votre intérêt. Nous remercions les organisateurs de cette conférence, de cette session. Je suis conscient que c'est assez compliqué. Il a demandé beaucoup de contacts, beaucoup de responsabilités. Je savais comment ça allait marcher aujourd'hui, mais ils ne sont pas abandonnés. Ils nous ont donné l'occasion de parler sur nous, sur le travail que nous faisons. Et maintenant, les dernières phrases pour 1 minute pour dire au revoir. Ivan, merci beaucoup, mes amis. Merci aux organisateurs de cette réunion. Véritablement, merci de l'occasion que vous nous accordez afin de pouvoir évoquer encore une fois, de faire entendre nos voix. Ça, c'est extrêmement important pour nous, malgré le fait que souvent nous craignons, nous avons peur. Il est essentiel de continuer cette lutte. Merci. Luda, je veux remercier à tous les participants de notre session. Cette session est l'une des plus importantes de cette conférence. Je comprends que nous avons si peu de temps et nous n'avons pas pu aborder tous les thèmes. Nous n'avons pas pu
répondre à toutes les questions. Nous sommes ouverts au dialogue et il est très facile de nous trouver dans les réseaux sociaux par npud.com, ce site web, et nous serons ravis de continuer la conversation avec vous et de répondre à toutes vos questions. Je vais citer un membre du Parlement de l'Union européenne, la réduction des risques et l'amour ont la même racine. Voilà, c'est l'impartialité, la inconditionnalité pour préserver nos vies et nous entraider. Merci beaucoup. Merci à nos interprètes qui ont pu refléter nos caractères, la vitesse avec laquelle on parle. Je suis certain qu'ils sont diffuser à nos invités, à notre public, toutes nos attentions. Merci beaucoup et à la prochaine.